J'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir maintenant Déborah Pardoux. C'est une scientifique hyperactive et passionnée, mais aussi la co-directrice de Earthship System. Chercheuse à l'international, conférencière sur le mythe-penant, mais frustrée par la lenteur et le sexisme du monde scientifique, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Mais elle le fait d'une façon extrêmement originale, parce qu'elle veut travailler sur l'environnement. Pour elle, le changement viendra des femmes. Toi, Déborah, est-ce que tu peux nous expliquer les origines de cette passion pour la biodiversité? Oui, bonjour Virginie. Depuis toute petite, en fait, je sais que je veux faire quelque chose pour la nature. J'ai des parents qui sont arrivés d'Afrique du Nord à Marseille, qui avaient peu de moyens et qui m'ont élevée dans le respect des choses. Et j'ai tout de suite commencé à jouer dehors, à trifouiller dans le jardin de mes grands-parents. Je voyais les insectes, je buvais les documentaires sur Arte. Et puis, on m'a offert un jour l'encyclopédie Encarta 95, là, sur les premiers ordinateurs. Et j'avais refait la classification du vivant dans un mur de ma chambre. Donc, quand j'ai commencé les études, on m'a dit eh bien, tu veux travailler sur les animaux, va faire un stage chez un vétérinaire. Et ce stage m'a dégoûtée parce que c'était vraiment les animaux adaptés aux caprices des humains, la stérilisation, l'obésité, les accidents avec des voitures. Et moi, je voulais vraiment travailler sur les animaux sauvages dans leur milieu naturel. Donc, j'ai continué les études et aujourd'hui, je suis devenue docteure en biologie des populations, en écologie des populations, pour au final aller sur le terrain, collecter des données, notamment sur des oiseaux marins, où j'enfonçais mon bras entier dans des terriers pour attraper des oiseaux et les ressortir, les baguer, leur poser des GPS, prendre des plumes pour mesurer les polluants chimiques dans les ailes, etc. etc. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que cette voie, elle était belle sur le papier et que quand mes articles scientifiques donnaient des conseils aux organismes de conservation de la nature, eh bien, ça n'allait pas assez vite par rapport à l'urgence d'agir. Et c'est là que j'ai décidé de changer de voie. Et donc, les scientifiques, justement, parlent d'urgence écologique. Et toi, qui as été sur le terrain, qu'as-tu observé? Alors, déjà, sur le terrain, on observe difficilement des choses de façon ponctuelle. Alors, je peux vous raconter des choses que j'ai vues, comme des albatros avec un hameçon dans le bec, dans la colonie, des poussins qui ont très chaud, ou donc ils sont comme ça. J'ai déjà vu aussi des manchots qui sont sous la neige jusque-là, parce que c'est une année où d'un coup il a neigé et donc tous leurs œufs gèlent. J'ai déjà vu des vélages de gros glaciers en Antarctique qui sont le symbole un petit peu du changement climatique, mais qui en fait peuvent être juste saisonniers. Donc des fois on a beaucoup de glace dans une année, mais c'est peut-être juste parce qu'il y a beaucoup de fonte et que l'eau est moins salée, donc elle gèle plus vite. J'ai déjà vu des algues sur la neige en Antarctique qui foncent et qui du coup font que la neige fond plus vite parce que le soleil les réchauffe plus vite, donc ça fait des trous à chaque fois qu'il y a des algues. Donc j'ai vu tout ça, des échouages de 140 globicéphales sur les plages de Kerguelen. Et donc ces informations-là, elles montrent l'impact de nos actions sur la biodiversité. Mais on a besoin des scientifiques pour avoir les données pour montrer réellement ce qui se passe entre un temps A et un temps B. C'est ça que fait la science. Et elle est indispensable. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que les rapports du GIEC qui sortent, ils sont hyper importants. Heureusement que les scientifiques parlent, mais ils sont hyper anxiogènes parce qu'on ne nous relie pas ça à des émotions et à une voie de sortie. Et aussi, je voulais passer un deuxième message par rapport à la science, c'est que on n'a pas forcément, il y a des effets de mode un peu dans la science, dans les médias. Le GIEC prend beaucoup de place aujourd'hui, tant mieux, et même s'il en prend pas assez. Et en plus, par exemple, le rapport de l'IPBES, l'équivalent du GIEC mais sur la biodiversité, n'a pas fait de bruit du tout. Et alors que le climat, c'est juste une des 5 composantes, des 5 causes d'extinction de la biodiversité aujourd'hui. Et il faut qu'on parle de l'impact global de nos actions sur la biodiversité parce que c'est une vague qui est plus grosse que toutes les autres vagues. Et aujourd'hui, c'est la base de notre vie sur cette planète. Et d'ailleurs, par rapport à ça, tout ce que tu viens de me dire, d'où vient ta conviction que ce sont des femmes qui veulent justement être le pilier de ce changement? Eh bien, elle vient de 2 choses. D'une part, quand je suis devenue maman il y a 7 ans,
j'ai eu un instinct animal que je ne connaissais pas, qui a ressurgi. J'ai voulu accoucher naturellement, j'ai senti la force d'années d'évolution dans mon corps. J'ai senti l'instinct maternel qui est prêt à défendre ses enfants à n'importe quel prix. J'ai senti aussi une très forte connexion avec tous les êtres vivants, les mères qui donnent bas à leurs enfants. Et bon, c'est complètement irrationnel, mais j'ai senti la force que les femmes ont, cette puissance qu'elles peuvent transmettre. Et d'une façon plus rationnelle, qui est ma formation à la base, pendant mon congé maternité, j'ai travaillé beaucoup sur la relation entre les femmes et l'environnement, à titre personnel. J'ai vu que les femmes sont en général responsables des ressources et du soin, que ce soit l'eau, le bois, ou bien les enfants, les parents. Elles sont souvent plus pauvres, donc elles sont plus affectées par les changements globaux parce qu'elles ne savent pas nager, parce qu'elles doivent rester à la maison. Elles sont potentiellement, et ça c'est des données européennes, elles ont une empreinte environnementale moins importante parce qu'elles mangent moins de viande ou elles utilisent moins des transports individuels. Et puis en plus, il y a certaines études qui ont montré qu'elles auraient un mode de leadership différent, plus collaboratif, tourné vers une vision de long terme, dans le respect des émotions, où on met les émotions en avant. Et donc tout ça, petit à petit, je me suis dit que c'était trop dommage qu'aujourd'hui, on ait 30% de femmes dans les postes de direction dans le monde, 4% des femmes sont des prix Nobel dans la science. Il y a énormément encore à faire, non pas pour que les femmes prennent le pouvoir, mais pour qu'on ait une égalité et surtout que face à tous les enjeux globaux qu'il y a aujourd'hui dans le monde, on puisse mettre en synergie les compétences de tout le monde. C'est pour ça que dans mon association Earthship Sisters, aujourd'hui, on a décidé de faire un programme qui accompagne les femmes pour qu'elles révèlent leur potentiel de leader environnemental, qu'elles portent des projets à impact pour l'environnement. Et donc, il faut révéler leur leadership pour qu'elles portent des projets encore plus forts, qui créent les métiers du futur et qu'ensuite, elles soient des porte-paroles auprès des jeunes en difficulté, des femmes en difficulté, des experts de l'environnement dans les postes décisionnels pour faire passer ces messages-là, comme des ricochets. Alors, Déborah, là, tu m'impressionnes énormément. Comment arrives-tu justement à concilier tout ça, la scientifique, la femme, l'entrepreneur, la mère? Eh ben, c'est une bonne question. Moi, je pense que j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de passion. Et puis l'urgence associée à la passion me donne une force que je vais peut-être payer plus tard. Donc j'ai 2 petits de 7 et 4 ans maintenant. J'ai un fiancé extraordinaire qui n'a pas du tout de problème d'ego face à mon potentiel qui se développe. J'ai des parents qui m'ont toujours poussée à faire ce que j'avais envie de faire, même si mon père me disait de temps en temps « mais à quoi ça sert exactement ce que tu fais ?» Ou ma mère, elle me dit « vas-y, fonce !» Et donc... c'est ta mère que tu écoutes? Oui, j'ai jamais eu de frein vraiment, même si j'ai souffert moi aussi de sexisme que j'ai réalisé plus tard parce que je m'étais mis un peu des œillères. Et puis au final, c'est plus fort que moi, je fais parce que je dois faire. D'accord. Mais alors, les enfants, au milieu de tout ça? Eh ben, c'est une gestion du temps bien carrée. Le matin, je me lève tôt, je travaille avant qu'ils se réveillent, parce que mon cerveau, il marche à fond le matin. Après 7h30, ils se réveillent, on s'habille, on se brosse les dents, on prépare les goûters, on s'en va. À 8h30, hop, je me remets direct au téléphone et j'ai mes premiers rendez-vous. Et donc, j'organise le temps comme ça. Et j'essaye maintenant, avec un peu plus d'expérience d'entrepreneuriat, ça fait 5 ans que j'ai quitté le monde académique, de me sanctuariser des temps où je suis à la maison et où je prévois rien. C'est pas facile à tenir, mais c'est ces moments-là où je prends du temps pour moi et où je peux avoir de nouvelles idées pour me concentrer sur la stratégie de développement d'Earthship Sisters ou sur le prochain bouquin que j'ai envie d'écrire ou sur de nouvelles théories à mettre en place pour aider tout le monde à passer à l'action maintenant. La prise de conscience, elle est là, il faut passer à l'action. D'accord, génial, Déborah, merci beaucoup pour toutes ces clés. J'espère qu'il y aura encore plus de femmes qui vont s'engager comme toi. Et comme toi. Donc, merci Déborah. Merci Virginie. Et merci à vous également d'avoir assisté à cette émission et à la prochaine.